Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo bilan du mois d'avril. Je sais d'habitude je vous poste les vidéos bilan juste la semaine après la fin du mois. Mais là j'ai décidé de vous la poster plus tard parce qu'en fait j'avais déjà tourné un vlog. Ouais, pendant le mois d'avril j'ai été motivée, j'ai tourné plusieurs vlogs. Et je me suis dit que c'était... D'abord j'ai hésité à vous mettre d'abord le bilan et le vlog ensuite. Et après je me suis dit que c'était plus logique de vous mettre d'abord le vlog, étant donné que vous reverrez... Dans le vlog, vous me verrez en train de lire des livres que je vais vous présenter maintenant dans le bilan. Donc ça me semblait plus logique de vous mettre le vlog avant et le bilan un peu plus tard pour une fois. Voilà. Et avant de commencer ce bilan, en fait, j'avais envie de vous parler de la lecture commune j'organise pour le mois de mai. Donc il s'agit de Misery de Stephen King et moi j'ai l'édition Le Livre de Poche. Donc pour le résumé, on va suivre l'histoire, comment il s'appelle c'est l'histoire d'un romancier, Paul Sheldon. Il est très connu pour son personnage Misery, sauf que lui, il décide de tuer Misery parce qu'il en a marre. Il a envie d'écrire ses propres romans. Et voilà, du coup, il tue Misery. Et puis un jour, il rentre et il a un accident de voiture et il va être recueilli par Annie. Par Annie. Sauf qu'Annie, d'abord, on va peut-être penser que c'est un peu une chance pour lui, sauf qu'en fait pas. Annie, c'est une grande fan de Misery et elle lui en veut d'avoir tué ce personnage. Donc du coup, je crois qu'elle va le tenir prisonnier, un peu le torturer, il va se passer des choses comme ça. Donc voilà pour le speech. C'est vrai que Misery, c'est un livre, je vous en avais parlé, je sais plus dans quelle vidéo, parce que voilà, c'est un livre qu'on m'avait donné, que ça fait un mois que j'ai dans ma palle. Et c'est vrai que je vous avais dit dans je sais plus le titre de la vidéo que c'était, mais que cette année j'avais pas trop envie de lire du Stephen King et finalement ben, il y a eu le vote de la lecture commune. J'avais tiré celui-là via Livre Addict en mettant un livre au hasard. Et je me suis dit bon ben il y a quand même de fortes chances qu'il sorte, il est sorti. Et je me dis ben peut-être que c'est vrai que je me verrais pas lire un Stephen King comme ça d'une traite, alors peut-être de le lire comme ça par séances avec d'autres personnes, ça va me motiver. Voilà, comme ça me fera un Stephen King de lu. Donc, concernant la lecture commune, elle va commencer, eh bien, je crois que, bah oui, quand je vous mettrai la vidéo, elle aura déjà commencé. Elle va commencer le samedi 30 avril. Mais si vous avez ce livre dans votre palle, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez m'écrire un commentaire et je vous enverrai le lien Discord du groupe où c'est qu'on effectue la lecture commune. Mais puis voilà, moi je me réjouis de la découvrir parce que comme ça, c'est vrai que ça me fera un Stephen King en moins. Surtout que ça fait depuis 2019, je crois qu'il est dans ma palle, alors voilà. Après, c'est vrai que ce qui m'a un peu dissuadée, c'est qu'il écrit vraiment tout petit. Il y a un livre un tout petit, tout serré, c'est ça qui me donnait aussi peut-être pas trop envie. Et il fait presque 400 pages, ouais, 390 pages environ. Donc voilà, une bonne petite lecture commune, j'espère que tout se passera bien et je me réjouis comme de commencer avec les amis. Alors voilà, pour revenir au bilan, donc ce mois j'ai pas mal lu. Voilà, je pense un peu la même chose que d'habitude. J'ai lu 8 livres et ce mois par contre je n'ai eu aucune déception et aucun coup de cœur. Voilà, c'est vraiment toutes des lectures qui étaient bien, mais pas de coup de cœur pour le coup ni de déception. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Alors ma première lecture du mois d'avril, c'était le tome 2 de Tiny Pretty Things, c'est Shiny Broken Pieces de Sona Charepotra et Daniel Clayton aux éditions Hachette. Donc là on va continuer sur l'histoire de Gigi, Beth et June dans leur école de danse. Voilà son dernière année et c'est cette année que tout va se décider en fait si elles vont pouvoir intégrer une grande école de ballet et devenir danseuse professionnelle ou si elles vont devoir arrêter la danse ou juste continuer la danse pour la passion, mais voilà. Donc c'est vrai que j'avais lu le tome 1, j'avais bien apprécié et je me suis dit pendant que tu l'as en tête, bah, tu lis directement le tome 2 comme ça te fait une saga de terminer. Et c'est vrai que j'avais envie de savoir ce qu'elle arrive à nos trois protagonistes. Alors à ce tome je lui ai mis la note de 8 sur 10. Alors c'était une lecture vraiment agréable. Là on suit le livre de trois points de vue en fait, celui de June, Gigi et Beth. Donc c'est vrai que ça s'enchaîne parce qu'à chaque fois on suit le point de vue d'un autre personnage. À peine un chapitre commence, on en quitte un pour repartir avec un autre. Donc ça j'ai trouvé vraiment intéressant.
C'est une histoire qui est fluide. En plus, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'on nous montre le côté sombre de la danse classique, quoi. Ce que certaines danseuses sont presque à intimider certaines personnes, ce qui se passe, tout ça. Jusqu'où on est prêt à aller pour avoir un rôle et pour se démarquer. Après, ce qui a fait perdre des points, alors j'avais expliqué avec le tome 1 que je trouvais que certains thèmes n'étaient pas traités. Alors là, sur celui-ci, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, il y avait des gros thèmes secondaires qui, comme l'anorexie, tout ça, qui sont quand même été traités, pris en charge par les adultes, tout ça j'ai trouvé bien. Surtout que c'est destiné plutôt à un public jeunesse, donc je trouvais que c'était pas bien de laisser ça comme c'était avec le tome 1, donc là ça a quand même été abordé, un peu traité. Mais on revient avec d'autres thèmes secondaires, peut-être qui m'ont pas frappé dans le 1, mais là que ça m'a vraiment éclaté ou vraiment sauté aux yeux, j'ai envie de dire. Notamment avec le racisme. Gigi est black, voilà, je vais pas vous faire de détour. C'est vrai qu'il y a pas mal de représentations, il y a June aussi qui est asiatique, je crois coréenne. Dans le tome 1, on nous dit que June elle est coréenne, mais bon, elle a de la chance, ça se voit pas trop. Et puis là, tout d'un coup, dans ce tome 2, c'est totalement effacé, on met vraiment son côté coréen en avant. Alors là, je me dis que c'était pas logique, et puis je me suis dit, ouais, pourquoi cette transition? Mais le pire, c'est que Gigi. Il y a un passage où c'est que Gigi va vers celle qui fait les costumes. Elle doit mettre des collants blancs, je sais plus ce que c'est exactement, un truc blanc. Et comme avec sa peau noire, ben le blanc, ça se fera pas la même chose que sur quelqu'un qui est pâle. Hein, voilà, je vais pas vous faire de dessin. Et la costumière lui dit, ah ben toi tu m'arranges pas. Parce que je dois recommander un tissu spécial pour toi, faire des trucs spéciaux pour toi. Et voilà, cette scène, j'ai trouvé vraiment, pour moi, elle m'a choquée, je vais être claire, c'est un adulte qui ose dire ça. Et Gigi, après, à un moment donné, elle ose lui dire, mais moi, j'ai pas choisi de coder comme ça, et la dame, elle lui répond carrément, ouais, ben moi, ça m'aurait arrangé. En attendant, je dois faire une commande spéciale pour toi, et ça m'arrange pas. Voilà, je vous explique, voilà ce que j'ai retenu, mais c'est vrai que cette scène m'a choquée, et puis c'est vrai qu'après que Gigi, elle s'en va, et on laisse tout ça en plan, et on revient jamais dessus. Et je me suis dit, ouais, mais ça aurait peut-être mérité traitement parce que le racisme, c'est quelque chose qui est vraiment aussi actuel dans notre société et je pense qu'on peut pas laisser ça comme ça. Donc voilà pourquoi j'ai enlevé des notes parce que je pense que ces thèmes auraient dû être mieux traités et abordés pour moi en tout cas. Voilà. Après, comme je vous dis, l'histoire elle est intéressante, comme ça se finit, bien voilà, c'est. J'ai aussi bien aimé la tournure. Après, j'ai trouvé que la fin, c'est un peu la va-vite. On a un ou deux chapitres, on sait qui va intégrer l'école de danse professionnelle et ce que vont devenir les autres. Mais c'est même pas vu du point de vue de chacune des filles, on va dire. Je crois qu'on va sur une ou deux des filles. Et la troisième, on va juste dire, ah ben la troisième, voilà ce qu'il en est. Juste une petite phrase, mais on sait au moins ce qu'il en est. Donc au moins, on sait ce qui arrive à chacune des filles. Mais c'est vrai que j'ai trouvé peut-être que la fin, elle était un peu trop hâtive à mon goût aussi. Donc voilà pourquoi je lui ai mis une note de 8 sur 10, mais pour moi c'était une très bonne lecture, une bonne saga. Moi j'ai toujours bien aimé tout ce qui est dans ce classique, donc j'ai été servie. Et surtout le fait qu'on montre le côté négatif, ouais sombre, pas négatif, mais vraiment sombre de cette discipline, ça m'a beaucoup plu. Voilà. Et c'est vrai que voilà, j'ai été contente de découvrir cette saga. Ça me fait une saga de liquidité pour le coup, donc que je pourrais vous montrer en saga terminée lors de mon bilan des sagas. J'ai ensuite lu La Guerre des Clans, le cycle 5, le tome 1, Le Sentier du Soleil, d'Era Hunter et ses éditions Pocket Jeunesse. Donc là, on va suivre un groupe de chats qui vivent dans les montagnes, sauf que malheureusement, le gibier vient à manquer. Donc ces chats, ils n'ont pas d'autre choix, une partie du groupe va partir pour essayer de trouver un nouveau territoire pour que tous puissent survivre. Et à partir de ce moment-là, c'est Gripoil qui va partir avec le groupe de chats en question et on va suivre leur périple. Voilà. Donc à ce tome, je lui ai mis la note de 7 sur 10. C'est un tome, faut vous dire que ce cycle-là est spécial parce qu'on va pas suivre les personnages on a vu tout au long des 4 autres cycles. Là, on parle de nouveaux personnages, un nouveau périple, une nouvelle histoire. Et c'est vrai qu'au départ, il faut s'habituer à ces nouveaux noms, à ces nouveaux chats, tout ça. Et c'est vrai que voilà, il m'a fallu un petit temps d'adaptation, mais maintenant ça va bien. L'histoire, c'est toujours aussi fluide, intéressante. C'est vraiment intéressante, oui, l'histoire. Et puis le périple que vont vivre ces chats, j'ai bien aimé. Après, oui, aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un lien. Alors si vous avez lu les autres cycles, il y a un lien avec le cycle 3, si je ne dis pas de bêtises, avec les visions que faisait un chat dans le cycle 3. Et on va retrouver au début le personnage avec lequel il faisait ses visions.
Et ensuite, ben voilà, ça va partir, on va partir avec Gripoil. Et c'est parti pour l'aventure. Ce que je pourrais reprocher à ce tome, voilà, moi je l'ai dévoré bien entendu comme d'habitude, mais j'ai peut-être eu quelques longueurs parce que c'est vrai que ce tome c'est beaucoup du voyage, donc on va suivre les chats pendant qu'ils voyagent, on va avoir des paysages, mais il se passe pas grand chose en fait pendant ces passages là, et c'est peut-être pour ça que je lui ai retiré des points, parce que c'est vrai que par moment, ben, c'est juste le voyage, et puis après il y a quand même quelques petits rebondissements par là au milieu, mais c'est vrai que c'est pas le tome que j'ai trouvé le plus intéressant. Voilà, après c'est une lecture jeunesse, donc au niveau du nombre de pages, on reste sur du... Je crois qu'ils sont un peu plus épais, ceux-là ils font passer 300 pages, mais c'est écrit très gros et bien aéré, que je vous montre. En plus sur le début de chapitre, vous avez des petites illustrations, voilà. Donc voilà pour cette lecture, moi j'ai bien apprécié, et j'ai une hypothèse pour ce cycle. Je pense que l'on va découvrir la naissance des clans tels qu'on les connaît dans les premiers cycles, voilà. C'est mon hypothèse. Là, je pense quand même que je suis partie juste, vu la fin. Mais je peux complètement me gourer. À voir au fil de la saga si j'ai vu juste ou pas. Et pendant que je suis dans la guerre des clans, je vais devoir vous montrer. J'ai aussi eu ce mois le tome 2 du cycle 5. Coup de tonnerre, toujours des Hunters aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là, on va continuer à suivre les aventures de Gripoil. Ils viennent de trouver un territoire, sauf que leur groupe se scinde en deux. Et des tensions vont commencer à éclater un peu des deux côtés. Donc à ce tome-ci, j'ai mis 9 sur 10. Alors, je m'explique déjà, j'ai trouvé l'histoire qui était plus prenante parce que cette fois, les chats vont se poser, vont commencer à évoluer dans ce nouveau territoire. Après, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, c'est qu'on va suivre l'histoire du point de vue de deux chats, donc Gripoil et un autre personnage, je ne vous dirai pas lequel pour ne pas vous spoiler. Mais c'est vrai que ça donne une fluidité en plus à l'histoire, j'ai trouvé. Et petit plus, c'est vrai que je vous ai pas aussi dit pour le tome dans ce cycle, à la fin on a des histoires bonus, on va dire. C'est qu'on va suivre les aventures de certains personnages secondaires et découvrir ce qu'il se passe avant qu'on les découvre dans l'histoire. Donc ça aussi, je trouve que c'est sympa. Alors après, ce tome, je l'ai trouvé plus sombre que certains autres pour ce qui s'y passe. Et soyons clairs, vu comme ça se termine, on sent que la bataille n'est pas loin et que ça va bientôt éclater entre les deux clans. Parce qu'en tout cas là, il y en a un qui se fait clairement appeler un clan et les autres c'est juste un groupe de chats. Mais voilà, comme je vous dis, moi je pense que mon hypothèse, je suis partie juste. On va assister à la naissance des 5 clans de la forêt. Voilà. Mais c'est vrai que là, celui-là, j'ai mis 9 sur 10 parce que c'est vraiment, j'ai accroché à l'histoire, il se passe beaucoup de choses. Et puis voilà, vu comme ça se termine, j'ai juste hâte de me jeter sur le tome 3 et de découvrir la suite. Et là aussi, c'est un livre, il fait, voilà, comme pour l'autre, il fait aussi 300 pages. Oui, 300 pages, et puis la même chose, c'est écrit assez gros. Je l'ai dévoré. Alors ensuite, pour ce mois d'avril, j'ai lu Défaillant de Lisanne Bourriane. C'est un livre auto-édité, donc je remercie encore l'autrice de me l'avoir envoyé en service presse. Ici, on est dans les années 2070 et quelques. Il y a eu une terrible guerre. Et le nouveau président américain va décider d'établir une loi anti-guerre, c'est-à-dire qu'on va vous implanter une puce dans le cerveau, à tout le monde, et si vous faites des choses qui sont jugées pas bien, et bien cette puce va faire que vous perdez du temps de vie. Voilà, comme ça c'est censé éviter la guerre et que le conflit se reproduise. Et le seul souci, c'est qu'avec ces puces, il y a des gens qui sont appelés les défaillants parce que malgré ces puces, ils ne sont pas touchés par ce système, c'est-à-dire que la puce n'a aucun effet sur eux. Et ces gens sont clairement une menace pour ce nouveau système. Donc aujourd'hui on est en 2100, je sais plus combien, et on va suivre l'histoire d'une jeune fille et de sa sœur. Voilà. Donc ici c'était une dystopie que j'ai trouvé vraiment intéressante, le concept, j'ai trouvé que c'était vraiment prenant. La plume de l'autrice elle est simple mais addictive, j'ai trouvé. Les personnages, eux ils sont touchants, c'est vraiment sympa. Et c'est une lecture qui se lit vraiment très rapidement. Moi je vous dis, je l'ai dévoré. Voilà, pour moi, après ce que j'ai pu reprocher, c'est que l'intrigue parfois elle est précipitée. C'est vrai que ça va très 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 vite. Et parfois j'ai trouvé aussi que ça manquait de détails. Moi vous savez, j'adore avoir des détails à mettre sur la dent. Et là je pense qu'on aurait pu des fois aller plus loin, notamment sur la loi anti-guerre et certaines choses en lien avec tout ça. J'aurais voulu en savoir plus, tout simplement. Et l'autre point que j'ai relevé, c'est que les relations des fois entre les personnages sont vraiment précipitées. Par exemple, à un moment donné, il y a deux personnages qui se connaissent depuis, je sais pas, peut-être 24 heures, 48 heures, ça fait pas longtemps. Et c'est comme s'ils se connaissaient depuis toujours, je sais pas, mais pour moi c'est pas possible, c'est pas plausible en fait.
Voilà. C'est ce que j'y reprocherais, c'est pour ça que j'ai mis 7 sur 10, mais par contre c'est une très bonne dystopie. Je vous la recommande parce que c'est vraiment intéressant comme elle a abordé le thème. Et moi je me suis régalée. C'était vraiment sympathique et ça se lit très vite, je vous dis, j'ai pas vu les passes passer, je suis arrivée à la fin, j'avais rien compris. Je me suis dit, ah, tu l'as lu aussi vite que ça, et bien oui. Mais vraiment, c'était vraiment intéressant et je remercie encore Lison de m'avoir envoyé son roman. Ensuite, j'ai lu Le Café Chat de Mélissa Dallet aux éditions Françoise Irpoche. Alors là, on va suivre l'histoire de Molly, qui est une petite chatte tigrée qui vit heureuse avec sa maîtresse. Sauf qu'un jour, sa maîtresse est une personne âgée et elles vont être séparées. Molly se retrouve donc chez un gaillard qui a 3 molosses et la cohabitation ne se passe pas très bien. Du coup, elle décide de s'en aller, elle devient chatte errante. Et elle se retrouve dans une petite ville. Et là, elle va rencontrer Debbie qui vient d'ouvrir son café avec sa fille. Sa fille ne lui pardonne pas d'être partie d'où ils habitaient avant, d'avoir dû quitter ses amis, son école, tout ça. Et Debbie, son petit café, ça marche pas très bien, faut être honnête. Et en plus, il y a une vieille dame qui fait tout pour la couler. Donc Molly et Debbie, elles vont devoir s'allier et sortir les griffes pour se protéger, tout simplement. Donc là, c'est un livre auquel j'ai mis 9 sur 10. J'ai passé un très bon moment de lecture, je qualifierais même ça de lecture cocooning. Alors au début, je vous avoue que j'étais étonnée parce que malgré le résumé, je pensais pas qu'on allait suivre l'histoire du point de vue de Molly le chat. Et c'est vrai que j'ai trouvé le principe vraiment super génial. De voir tout ça du chat, en fait, ça m'a fait penser à la guerre des clans, mais en bien différent. Et on va suivre les aventures de Molly depuis le début jusqu'à ce qu'elle rencontre Debbie et ainsi de suite. Et Molly, c'est une petite chat que j'ai envie de dire, elle est touchante, tout comme les autres personnages, elle est vraiment touchante, on s'y attache. En fait, on aimerait tous avoir un chat comme Molly à la maison, tellement elle est mignonne, adorable et tout. Et c'est vrai que ce livre, ça m'a permis de découvrir aussi ce que c'est qu'un café à chat. C'est vrai que j'en ai jamais vraiment entendu parler, puis je trouve le concept juste génial. Et maintenant, j'ai juste envie de trouver un établissement qui propose ça, et puis d'aller faire un tour pour voir ce que c'est vraiment vrai. Et en plus, ce que je pourrais dire, c'est que c'est une lecture positive et puis qui est juste réconfortant quand vous la lisez. C'est juste génial. Et là aussi, c'est un livre que j'ai dévoré, je l'ai lu en 2 jours, je crois. Vraiment, j'étais à fond dedans et je voulais à tout prix savoir ce qui arrivait à Molly et la fin, quoi, tout simplement. Là, du coup, c'est un livre, il fait... là aussi, on est sur du 300 pages aussi. Et niveau écriture, je trouve qu'il est écrit plus petit que les autres que je vous ai présentés. Il est peut-être un peu plus serré, mais moi, ça m'a pas gêné, je l'ai dévoré. Voilà, vraiment une belle pépite. Et puis je suis passée à 2 doigts du coup de cœur. C'est pour ça que j'ai mis 9 sur 10, mais je n'ai pas atteint ce stade. Et voilà pourquoi il n'a pas eu la note de 10 sur 10. Ensuite, j'ai lu Une vie à la SPA de Rose Marchandise aux éditions L'Hélice Bleue. Donc je remercie encore Rose pour l'envoi de ce service presse. Ici, on va suivre l'histoire de Bobby. C'est un chien qui a vécu toute sa vie à la SPA. Et avec lui, on va suivre ses peines, ses joies et toutes les émotions qu'il va vivre à travers en étant à la SPA. Donc là, je l'ai mis 7 sur 10. Alors déjà, petite spécificité, donc je remercie Rose de m'avoir envoyé son roman et de m'avoir fait confiance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Rose, elle a 11 ans, c'est une jeune adolescente et elle a écrit un petit roman à 11 ans. Donc chapeau. Après, aussi ce qu'il faut préciser, c'est que ce roman, il s'adresse à des enfants. Donc c'est clair qu'au début, l'écriture, c'est très enfantin. Et moi, quand je disais ça, je me disais, il m'a fallu un temps d'adaptation. Mais après, j'ai l'impression de retomber en enfance, c'était génial. Bobby, eh bien, c'est un chien auquel on s'attache, on a envie de savoir ce qui y arrive. Et on vit avec lui ses joies, ses peines, ainsi qu'aux autres personnages. Ils sont tous adorables en fait. C'était vraiment un moment, on retombe en enfance. On revoit ça avec des yeux nouveaux, j'ai envie de vous dire. Et l'autrice, c'est vraiment... oui, elle a vraiment du talent. Je vous dis que c'est à 11 ans, elle a pu écrire ça. Ben, je sais pas ce qu'elle va pouvoir nous sortir par la suite, mais j'ai dit qu'il faut continuer parce que c'est juste incroyable. Moi, à 11 ans, je me serais jamais vue écrire quelque chose comme ça. Alors, c'est un récit qui est très court. Hein, il fait, je sais plus, entre 20 et 30 pages exactement. Mais ça se lit très vite. Et c'est une histoire qui est toute mignonne aussi. La fin, c'est une belle fin. Bien entendu, c'est destiné à des enfants. Alors, la fin est belle. C'est vraiment adorable. Et moi, je vous dis, j'ai l'impression de vraiment retomber en enfance. Ce que je lui ai reproché, c'est peut-être juste que comme il s'adresse à des enfants qui arrivent à lire, je pense, un petit livre tout seul,
J'aurais peut-être rajouté des illustrations et puis moi aussi ça m'aurait fait plaisir. J'aurais bien voulu voir à quoi ressemblait Bobby vraiment. Et ses amis, ça m'aurait trop éclaté et ça aurait été génial. C'est juste ça qui m'a manqué, mais sinon voilà, le récit était bien, l'histoire ça va vite, et puis ce thème, moi ça me touche parce que les animaux, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup touchée, de savoir qu'il y a des chiens SPA qui vivent ça, ben, ça me touche, c'est vraiment je trouve ça très émouvant et bravo à Rose d'avoir écrit sur un thème pareil, voilà. Donc je le recommande à tout le monde, c'est vraiment une bonne lecture, ça se lit vite et puis si vous aimez les animaux, allez-y. Ensuite, j'ai eu La Chronique des Bridgerton, le tome 1, Daphné et le Duc, de Julia Quinn, aux éditions Françoise Hirpoche. Donc ici, on va suivre l'histoire de Simon. C'est l'héritier du duc de Hastings. Sauf que le souci, bah, son père, il rêvait d'avoir un fils. Sauf que par la suite, il s'est rendu compte que Simon, il a des problèmes de bégaiement. Et suite à cela, bah, il l'a totalement renié, pardon. Et il a fait comme s'il était mort. Donc Simon, bien entendu, il a bien grandi, il a réussi à surmonter ce problème et son père vient de mourir, donc il vient d'hériter du titre de duc de Hastings. À côté, on a Daphné, qui elle vient d'entrer dans la société. Son but, c'est de se trouver un mari. Et disons que pour elle, les prétendants n'accourent pas. Alors du coup, avec Simon, ils vont se rencontrer. Et ils vont décider d'un accord parce que Simon, lui, d'un côté, il en a marre que les mères lui courent après pour le marier à leur fille. Et Daphné, elle voudrait avoir un prétendant, du coup, il va se créer un espèce d'accord entre ces deux-là et on va savoir comment ça va finir. Donc là, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. J'ai passé un super moment de lecture, je vous avoue, franchement, c'est un livre que je vois passer, que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram plus que sur Booktube. Et je l'ai plus pris parce que, voilà, à cause de ce que j'en ai vu passer que par ce que moi ça me tentait vraiment. Et quand j'ai vu les éditions plus Françoise Hirpoche avec ses couvertures, voilà, plutôt que l'autre maison d'édition qui les sort en double édition, que la couverture me plaisait moyen, ben cette fois je me suis dit vas-y tu les prends. Et je vous dis que moi je me suis dit ouais c'est peut-être pas ce qui va le plus me tenter. Et j'ai été étonnée en bien parce que la romance historique finalement, bah, ça m'a bien plu. Et je me suis surprise à dévorer ce livre. Déjà on a des personnages qui sont hauts en couleur, j'ai envie de vous dire, chacun. Et ils ont chacun un sacré caractère. En plus les dialogues ils sont assez perçants, j'ai trouvé, et puis drôles. Mais il y a des choses pour dire que c'est en 1813... je pensais pas que certains personnages voudraient dire ça, mais des fois je rigolais, hein, j'en pouvais plus. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Et bien entendu, ben, je vous apprends rien en vous disant que la fin, ben, ça se devine tout de suite. Hein. Mais c'est pas un souci. Par contre, la romance, j'ai trouvé qu'elle était bien développée. Elle n'est pas juste posée là, pouf, il tombe amoureux comme ça. Non, c'est bien amené, c'est bien développé. C'est ce que j'ai bien aimé. Et puis... après, c'est vrai qu'aussi le thème de la famille, c'est un thème central dans ce livre parce que Daphné, elle vient d'une famille ils sont 8 enfants. Donc voilà, ça aussi j'ai beaucoup aimé. Ce que je pourrais reprocher à ce livre, c'est que par moments j'ai trouvé que... Alors c'était trop rapide à mon goût par moment. Et j'ai trouvé qu'il y a quelques maladresses aussi au niveau du style. Mais sinon ça se lit très bien. Et voilà, moi, j'ai aussi trouvé que c'était très en raccord avec l'époque, j'ai vraiment adoré. Et après ça, bah, j'ai juste envie de dire la suite, en fait, j'ai bien fait d'acheter les autres tomes en avance, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Et maintenant, surtout, je vais pouvoir voir la saison 1 de la série Netflix aussi. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir faire ma comparaison avec la série. Mais le livre, il m'a beaucoup plu. Je me suis régalée, franchement. Je pensais pas à ce point, mais oui, ça m'a beaucoup plu. Et là aussi, c'est un livre que j'ai dévoré. Pour dire qu'il fait... On a passé 400 pages ici. Et écrit un peu comme le Café Chat. C'est le même style d'écriture, je dirais. Ah, et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au début de chaque chapitre, on a la chronique de Lady... comment elle s'appelle, Whistledown. Qui, on va dire, qui tient un journal à scandale. Et puis, au début de chaque chapitre, on a une partie de son journal à scandale qui est notée. Puis, je trouve vraiment ça intéressant, la manière dont c'est fait. Voilà, donc hâte de lire la suite et franchement j'ai adoré ce tome, franchement. Et puis comme c'est fait, les balles, tout ça, j'ai vraiment eu l'impression d'être à l'époque avec eux en fait, c'était vraiment génial.
Et ma dernière lecture de ce mois, ça a été le deuxième tome de la saga Bottom Beach, Échec et Marque de Charlène Cobel et Léane Morton. Et là aussi c'est de l'auto-édition. Donc tout d'abord je remercie Charlène de m'avoir envoyé ce service presse. Et là on va suivre du coup l'histoire de Licia, qui est la sœur d'Ashton que l'on va suivre dans le tome 1. Licia, bien, elle a subi un événement, on va dire un traumatisme. Et depuis, elle ne supporte plus qu'un homme la touche. Et à côté, on a Mark, qui est le meilleur ami d'Ashton, qui lui se rend compte enfin que Licia, elle a grandi. Et il la voit enfin comme une femme, alors que Licia, tant quant à elle, ça fait depuis un sacré moment qu'elle est amoureuse de Mark. Sauf que comment peut-on entreprendre une romance quand on ne supporte pas de se faire toucher par un homme et tout ça. Donc voilà, on va découvrir du coup ce qui va arriver à ces deux-là. Donc là j'ai mis la note de 9 sur 10, alors ça a été vraiment une histoire prenante. Ça se lit d'une traite, j'ai envie de vous dire, vraiment, en plus de retrouver Ashton et Ellie aussi, c'était vraiment sympathique. C'est une histoire à double narration, donc voire même triple par moment, mais ça se passe surtout entre Licia et Mark. Alors c'est aussi, ça se lit. Pour moi je trouve que ça amène de la fluidité parce que voilà, vous en apprenez plus sur chacun des deux personnages. Et c'est vrai que moi j'ai adoré Licia et Mark, c'est des personnages qui sont touchants. Surtout Licia, bah, elle a eu son traumatisme, on voit comment est-ce qu'elle peut se reconstruire et je trouve que c'est vraiment bien fait, la manière dont elle se reconstruit est vraiment très plausible. Et Mark, juste envie de dire, bah, c'est le mec parfait quoi. Mark, il est patient, il sait qu'il faut pas qu'il se précipite avec elle, vraiment c'est le mec parfait. Vraiment j'ai vraiment eu ce ressentiment, mais j'exagère pas. Il est vraiment gentil, compréhensif, doux, ça m'a beaucoup plu. Et tout ce qui va se passer durant le roman, j'ai trouvé que c'était intéressant. La romance, bah, elle est belle, bien entendu, comme je vous dis, elle est pas précipitée, parce que Marc, bah, c'est quelqu'un qui sait être patient, qui sait attendre les bons moments, et surtout attendre que Licia se sente prête. Et voilà, donc moi j'ai trouvé que la romance a été vraiment très belle. La plume des autrices en plus elle est addictive, vous commencez, bah, vous voulez savoir la suite, c'est pas possible autrement. Et bien entendu les personnages ils sont très très bien construits. Vous avez vraiment l'impression de, j'ai envie de vous dire, vous les stressez, vous avez l'impression d'être à côté d'eux et de les regarder en fait comme si c'était un film. Moi du coup j'ai beaucoup apprécié et voilà. J'ai pas de point négatif à dire, c'est juste que là aussi j'ai mis 9 sur 10 parce que j'ai pas atteint le stade de coup de cœur, mais sinon c'est une très bonne lecture. Et ce roman vient de sortir justement, donc si ça vous intéresse, eh bien je vous le conseille. Si vous aimez la romance, et puis si vous avez envie de passer un bon moment, eh bien foncez. Franchement, moi je me suis régalée. Voilà, du coup comme vous pouvez voir, bah, ce mois j'ai eu des bonnes lectures, même si ça n'a pas été des coups de cœur, mais je me suis quand même bien régalée avec tout ce que j'ai lu. Pour le mois de mai, eh bien je vais commencer de nouveaux services presse. Je vous laisse deviner lesquels ça va être. Je ne vous les dévoilerai pas. À part si je fais éventuellement un vlog, je ne sais pas encore. Ou bien sinon, ce sera dans le prochain bilan du mois de mai. Il me reste aussi ma palle du printemps finir. Il me reste encore à lire Jamais plus de Colleen Hoover. Je suis d'ailleurs en train de... Je viens de le commencer, donc ce sera largement fini avant l'été. Et bien entendu, je vais continuer La Guerre des Clans, le cycle 5. Et sinon, ben, j'ai mon fameux dégommage de pales à poursuivre avec le temps que j'aurai encore à disposition. Voilà, donc j'arrive au bout de ce bilan, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu pendant ce mois, si vous avez eu des déceptions, des coups de cœur, ou si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, je serai heureuse d'échanger avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Voilà, du coup il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, et à tout bientôt, bye bye.